Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro que je vous invite dès à présent à commenter, à partager et puis cliquez bien sûr sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo. Cette semaine, évidemment, vous vous en doutez, on va continuer à évoquer cette élection historique aux États-Unis. Et pour continuer ce décryptage de l'élection américaine, je suis avec Gérald Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Merci beaucoup de venir nous abreuver de vos lumières depuis le début de cette campagne présidentielle américaine. Je vous représente, vous êtes journaliste, spécialiste de la politique américaine. Nos téléspectateurs peuvent retrouver également votre blog France-Amérique sur le web. Et puis bien sûr, je le répète, vous avez écrit un ouvrage foisonnant sur la campagne et sur la politique américaine, sur la route de la Maison-Blanche, que les téléspectateurs peuvent dès à présent acheter sur la boutique officielle de TV Liberté, tvliberté.com. Ça ne passe pas par Amazon, ça passe par un partenariat avec la Nouvelle Librairie et en ce moment, ça leur fera pas de mal. C'est dit. Merci à vous. Alors Gérald Olivier, première question, où en sommes-nous? On est un petit peu dans le mur. Hein. Il y a une double incertitude qui est assez tragique, parce que, tragique pas encore, mais il y a une double incertitude. La première, on ne sait pas qui a gagné. La seconde, on ne sait pas comment on va déclarer le vainqueur. C'est ça qui, à mon avis, est l'incertitude la plus lourde. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, il reste 5 États dont on n'a pas le résultat, qui sont l'Arizona, un État du Sud-Ouest, le Nevada, juste à côté, la Géorgie, la Caroline du Nord, qui sont 2 États du Sud, et puis la Pennsylvanie, qui est un État du Nord-Est. En fonction du vainqueur de ces États, on aura le vainqueur final de l'élection. Actuellement, Joe Biden est en tête parce que il lui manque une poignée de grands électeurs, comme on dit en français, pour atteindre le fameux cap des 270 et est donc déclaré élu. Mais il a gagné dans 2 États, qui sont le Wisconsin et le Michigan. On l'a déclaré vainqueur hier matin. Mais dans ces 2 États, des recours ont été déposés par l'équipe de Trump. D'abord, une demande de recomptage dans le Wisconsin, qui est parfaitement légitime, puisque l'écart est inférieur à 1%. On est à 0,7 en faveur de Joe Biden. Et dans le Michigan, des recours, non pas tant pour recompter, mais quant à la légalité du scrutin. Et malheureusement, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui aux États-Unis, c'est que dans chacun des 5 États dont le résultat est encore incertain, eh bien, des recours ont été déposés parce que, du point de vue de l'équipe républicaine, un certain nombre d'irrégularités ont été constatées. Et je crains fort personnellement que, quel que soit le résultat de cette élection, à ce stade, cette élection soit pervertie et que le président, que ça s'avère être Joe Biden ou que ça s'avère être Donald Trump qui obtienne un second mandat, ce président sera mal élu et ça va laisser des traces dans le pays. Ce sera une présidence entachée finalement. Totalement, totalement. Même si Joe Biden l'emporte, je crois qu'aujourd'hui le message est clairement passé auprès d'un certain nombre d'Américains qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas 2 choses. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut 3 jours, 4 jours, 5 jours et sans doute beaucoup plus pour qu'on ait un résultat officiel au sein d'un État, cela de la part de la première démocratie du pays le plus riche du monde et le plus puissant du monde. Là, vous avez un décalage que les Américains n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi on peut tout faire avec un téléphone portable et on est incapable de dépouiller correctement un bulletin de vote et de vous dire qui a remporté une élection dans un État. Ça pose problème. Et pour eux, si ça pose problème, c'est parce qu'il y a des tricheries derrière. Donc là, le système a souffert et il devra être révisé avant le prochain scrutin. Alors très clairement, beaucoup des doutes reposent essentiellement sur cette histoire de vote par correspondance. Absolument. Voilà. Alors la grande question, c'est celle-ci. Chaque État, d'abord, a sa propre législation. D'accord ? Donc, le fonctionnement n'est pas systématiquement le même d'un État à l'autre. Ce qui, à mon avis, crée déjà une forme de discrimination sur le vote que les cours de justice pourraient être amenés à exécuter. Mais par exemple, en Pennsylvanie, on admet des bulletins, même s'ils sont reçus au-delà de la date du scrutin. À partir du moment où ils portent un cachet indiquant qu'ils ont été postés avant la date du scrutin ou le jour même du scrutin, ils peuvent être reçus. Donc en Pennsylvanie, on va continuer à recevoir des bulletins jusqu'à demain soir. Et puis après, il faudra le temps de les recompter. Dans certains États, ou dans tous les États, on peut avoir un vote par correspondance. Mais certains États ont mis des limites à la date d'envoi, comme par exemple
une semaine avant, c'est le cas de la Floride. Du coup, on peut compter les bulletins reçus par correspondance ou par courrier en avance du scrutin. On a déjà un résultat et le jour du vote, on comptabilise les votes en personne et on a un résultat le soir même. On a eu un résultat concernant la Floride le soir même. C'était un État qui était extrêmement serré, mais à l'arrivée, c'est Donald Trump qui l'a emporté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Pennsylvanie? Eh bien, en Pennsylvanie, on n'a pas de résultat, mais on ne sait même pas combien de gens ont voté parce qu'on continue à recevoir des bulletins. Et comme par hasard, ces bulletins sont très majoritairement favorables aux candidats démocrates. Il est évident que ça pose problème, sauf à être un militant démocrate et être heureux de ce résultat. Du coup, les Américains se posent des questions. Alors, ce qui est surprenant, Gérald Olivier, c'est qu'on s'est vu cette semaine et vous m'expliquez que la Floride avait commencé à compter les votes par correspondance avant la fin du scrutin. Par anticipation. Et on était surpris de voir que finalement, ces votes par correspondance n'étaient pas radicalement favorables à Joe Biden comme c'était prévu. Exactement. C'est là où le bas blesse, on va dire. Parce que tous les États reçoivent des votes par correspondance, d'accord? Et à partir du moment où vous dépouillez ces votes à l'avance, on peut avoir un résultat le jour même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas à l'avance pour qui seront ces bulletins. Bien sûr. Et on constate en effet que, traditionnellement, les votes reçus par courrier sont plutôt favorables aux candidats démocrates. Néanmoins, en Floride, ce qu'on a su dès avant le jour du scrutin, c'est que l'écart était nettement moindre que ce qui était anticipé. Ce qu'on constate à l'opposé en Pennsylvanie, c'est où là, on ne dépouille pas les bulletins à l'avance, mais en plus, on continue à les recevoir après, c'est que plus on en a, plus les bulletins démocrates sont nombreux, et plus l'écart que Donald Trump avait pu accumuler avant diminue jusqu'à un moment où il bascule. C'est ce qui s'est passé dans le Wisconsin, c'est ce qui s'est passé dans le Michigan, c'est ce qui est en train de se passer en Pennsylvanie. Et je rappelle, pour jeter un petit peu d'huile sur le feu, que le ministre de la Justice, l'Attorney General, comme on dit en anglais, le garde des Sceaux de l'État de Pennsylvanie, avait fait cette déclaration quelques jours avant le scrutin. Une fois que tous les votes auront été comptés, Biden aura gagné. Ce qui est une déclaration absolument invraisemblable. Et donc, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on continue à recevoir des votes au-delà de l'élection, eh bien, il y a une sorte de marque. On sait combien le candidat républicain a eu de voix, et il suffit de parvenir à faire que le démocrate en ait plus que cela. Et c'est assez flagrant de voir que là où on compte à l'avance, eh bien, le candidat républicain peut gagner. Ça a été le cas en Floride. Là où on compte après, comme par hasard, il finit par perdre. Ça passe très très mal auprès des électeurs américains. Ça passe très très mal aussi auprès de Donald Trump. Ce que je vous propose, c'est d'écouter les déclarations des deux candidats depuis quelques jours. We believe we're on track to win this election. Frankly, we did win this election. We feel good about where we are. This is a fraud on the American public. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. We have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. Alors, c'est deux attitudes très différentes. Absolument, absolument. Alors, il y a eu deux extraits de Donald Trump. Le premier, c'était la nuit même de l'élection, donc c'était un petit peu à chaud. Et le deuxième, c'était hier soir, où il a fait une déclaration depuis la Maison-Blanche. Et puis, on a eu Joe Biden, lui, mercredi, alors que les résultats étaient en train de basculer en sa faveur. Et il lui manquait plus qu'une poignée de grands électeurs pour être élu. Et il s'est montré très présidentiel, en appelant au calme, en appelant à la sérénité, en disant qu'il serait le président de tous les Américains. Il n'a pas dit « j'ai gagné », mais il a dit « je suis en route pour la victoire », et il s'est comporté comme s'il avait déjà gagné. Donc là, on a deux attitudes qui sont honnêtement toutes les deux contestables. C'est-à-dire que ce n'est pas au candidat de dire qu'il a gagné. Bien sûr. On ne s'autoproclame pas président des États-Unis, d'accord ? Donc Biden a été un tout petit peu plus prudent dans les mots, mais il ne l'a pas été dans l'attitude. Il s'est présenté comme « je suis le président et j'adopte une attitude présidentielle ». Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est en fait deux choses. Parce que aux États-Unis, il y a plusieurs élections qui se déroulent en parallèle. Il y a d'une part l'élection présidentielle, Donald Trump est principalement concerné et Joe Biden, mais vous avez également le Sénat, vous avez également la Chambre des représentants, vous avez toutes les assemblées d'État et parfois des élections locales. Et qu'est-ce qu'on remarque dans toutes ces élections ? C'est qu'il n'y a pas du tout eu la vague bleue
que certains nous avaient annoncé, mais il y a au contraire une petite vague rouge. Il y a une montée du Parti républicain qui va conserver le Sénat, qui a gagné des voix au sein de la Chambre des représentants, qui a préservé un certain nombre d'assemblées d'État, alors que les démocrates avaient levé des fonds de manière considérable, pratiquement sans précédent, pour justement parvenir à gagner sur ces points-là. Donc on constate que les républicains ont fait des gains sur tout le spectre politique. Il y a juste Trump qui n'arrive pas à convertir et à être réélu pour l'instant, qui le sera peut-être si les cours décident dans ce sens. Je ne sais absolument pas comment elles vont se décider à ce stade. Si des fraudes sont avérées, il a été observé dans le passé que le vote de certains États soit annulé. C'est-à-dire, on les donne à personne. D'accord, et donc totalement annulé. Totalement annulé, on refait un calcul sans cet État. Donc il est possible, on a jusqu'au 14 décembre, les États ont jusqu'au 14 décembre pour communiquer leurs résultats officiels. Et une fois que ce résultat est communiqué, normalement, le fameux collège électoral se réunit. Alors en fait, il ne se réunit pas, mais les États soumettent leurs résultats et elles envoient ça à Washington. Et il est possible que la Commission fédérale rejette le résultat de certains États. Par le passé, pas forcément très récemment, mais au 19e siècle, au début du 20e siècle, vous avez des résultats de certains États qui ont été annulés parce qu'il y avait des fraudes ou parce qu'il y avait des contestations. Donc cela peut encore se produire. Maintenant, annuler l'État, ce n'est pas le prendre à l'un pour le donner à l'autre. Donc ça ne change pas forcément le résultat final. Mais il peut se passer un certain nombre de choses jusqu'à présent. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le Parti républicain s'est très bien comporté au sein de cette élection et qu'il y a, quoi qu'il arrive, il y a une victoire morale majeure pour Donald Trump. Et si je peux me permettre d'être un tout petit peu plus long sur cette simple question, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'objectif des démocrates, c'était pas simplement de battre Donald Trump, c'était d'humilier Trump. C'était de le battre à plat de couture. C'était de montrer que c'était un usurpateur, que c'était quelqu'un qui n'aurait jamais dû être président, qu'il était devenu président par un accident de l'histoire, par une aberration, et aussi grâce à l'interférence russe. Vous vous souvenez de cette histoire qui a été depuis totalement démontée et dont on sait que c'était de la désinformation de base. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les 70 millions d'électeurs américains que Trump a réunis derrière lui vous prouvent que ce n'est pas un usurpateur. Qui a besoin d'interférences russes quand on a la moitié du pays avec soi ? Donc là, le narratif que les démocrates nous ont présenté pendant 4 ans, il s'effondre. On s'aperçoit que ce qu'il nous disait était totalement faux. C'est pas du tout quelqu'un qui n'aurait pas dû être président, c'est pas du tout un accident de l'histoire, c'est au contraire un tournant de l'histoire. Et quoi qu'il arrive dans les jours et les semaines qui viennent, il restera le Trumpisme. Et Donald Trump reste un personnage politique aujourd'hui majeur qui va réellement transformer la politique et peut-être la société américaine pour les années et les décennies à venir. Donc là, ça c'est une victoire. Même si on lui refuse pour des raisons autres, et même si les démocrates parviennent à lui enlever ou ne pas lui donner ce second mandat, qu'il pourrait toujours chercher à obtenir une deuxième fois en 2024. Il aura le droit de se présenter dans 4 ans. Même si Biden parvient à être élu, l'héritage Trump, il est là, il va rester et il a marqué l'histoire américaine de son empreinte. De ce point de vue-là, c'est un échec des démocrates et de tout ce qu'ils ont cherché à faire passer sur lui depuis 4 ans. Alors j'aimerais juste faire un petit retour en arrière. Vous nous l'avez expliqué, cette élection, tout le monde parle de la présidentielle, mais comme vous l'avez dit, évidemment, il y a d'autres enjeux. On a du mal tout de même, vous nous expliquez qu'il y a une petite vague républicaine. Oui. On a du mal à imaginer que des personnes qui votent à un instant T sur un bulletin puissent voter par exemple pour un sénateur républicain ou pour un représentant républicain tout en votant pour Joe Biden. Absolument. Alors, c'est d'ailleurs, ça fait partie des arguments électoraux. C'est comme si on votait pour un maire socialiste tout en votant Marine Le Pen ou l'inverse, quoi. Exactement. Ouais, enfin, à peu près ça, c'est ça. En général, alors ça s'appelle, en anglais, on parle de down ballot, parce que vous avez le haut du bulletin et puis le bas du bulletin. Et les démocrates avaient annoncé aux républicains, attention, Donald Trump, c'est pas vraiment l'un des vôtres, et il va vous précipiter dans sa défaite. Et eux étaient persuadés, à tort ou à raison, ou en tout cas à bon escient ou par mauvaise foi, qu'un certain nombre de sénateurs étaient vulnérables du fait de leur
proximité oui. avec Donald Trump, notamment le Mitch McConnell, qui est le président de la majorité républicaine au Sénat, Lindsey Graham, qui est un sénateur de Caroline du Sud, qui a été un grand défenseur de Donald Trump au long des 4 années passées. Et les démocrates avaient investi des sommes considérables pour faire tomber au moins ces 2 démocrates et d'autres. Et on s'aperçoit que pas du tout. On s'aperçoit que loin d'avoir été un désavantage, Trump a été un avantage pour tous ses sénateurs. Donc il y a vraiment un effet Trump au sein du Parti républicain et on constate qu'à la Chambre des représentants, les républicains ont gagné, je crois, 6 sièges. Ils n'ont perdu, alors ça, écoutez bien, les républicains n'ont perdu aucun siège à l'heure actuelle. 0. Historiquement, c'est du jamais vu. Aucun candidat républicain sortant n'a pas été réélu. Donc c'est absolument, je dirais presque extraordinaire. Et ils ont réussi à gagner 6 sièges qu'ils ont pris aux démocrates. Donc, et c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'évidemment, le pouvoir est divisé aux États-Unis. Vous avez l'exécutif, le législatif, vous avez le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a été considérablement consolidé par Donald Trump à travers la Cour suprême, où il a nommé 3 juges, et à travers un certain nombre de juges fédéraux. Je vous rappelle qu'il en a nommé plus de 200. Parce qu'Obama en avait laissé 150 vides, en quelque sorte. Le pouvoir législatif va être divisé. La Chambre des représentants restera sans doute à majorité démocrate, mais avec une majorité extrêmement mince, d'une 12aine de sièges. Et le Sénat, a priori, sera républicain. Je dis a priori, parce qu'actuellement, ils ont 51 sièges. Et en Géorgie, il y a une course où il y avait plus de 2 candidats. Ils étaient 3. Et donc, selon la loi, veut que pour qu'un candidat soit élu dès le premier tour, il faut qu'il ait 50, au moins 0,1% des voix, qu'il soit au-delà de 50%. Le candidat républicain s'appelle David Perdue. Il est donné vainqueur avec 100% des voix, mais il est à 50-0. Et donc, il y a un tout petit litige sur est-ce qu'il est élu tout de suite ou est-ce qu'il faut un deuxième tour, remettre ce siège en jeu en janvier. Sachant que, comme par hasard, le 2e siège de sénateur de Géorgie, il y avait une élection spéciale, et celui-là, il ira, c'est sûr, à un 2e tour en janvier. Donc, il y a un siège en suspens, et actuellement, le dernier siège, on va dire, est donné aux républicains, mais il pourrait être également mis en suspens. Qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est capital. Parce que si les démocrates parvenaient à gagner ce siège, là on en revient à 50-50, et c'est le vice-président qui est président du Sénat et qui a la capacité de trancher. Si Joe Biden est élu président, Kamala Harris devient vice-présidente, c'est elle qui pourrait donner la majorité au Sénat. Et là, les démocrates contrôlent l'ensemble du Congrès, de l'appareil législatif, et c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils auront aussi l'exécutif. Donc il est très important que les républicains préservent le Sénat pour avoir un levier de blocage face à l'exécutif si Biden est confirmé et si la Chambre des représentants reste démocrate. Alors on l'a vu, beaucoup de troubles sur cette élection. Quelle est la situation aujourd'hui sur place aux États-Unis? On a vu que beaucoup de pro-Trump se sentaient usurpés. Bien sûr. Les pro-Biden, en revanche, disent que Donald Trump est mauvais joueur, tout simplement. Oui. Comment c'est sur place, puisqu'on a vu que le pays avait été secoué déjà par Black Lives Matter? Oui, alors pour l'instant, ça se passe, je veux dire, relativement bien. C'est-à-dire que les institutions... Au vu de la situation. Oui, c'est ça. Les institutions fonctionnent. C'est le point positif. Elles fonctionnent au sens où demander un recomptage, c'est parfaitement légal. Dénoncer des fraudes, c'est parfaitement légal et c'est même recommandé si effectivement il y a eu des fraudes. Donc de ce point de vue-là, le camp Trump n'est absolument pas hors de ses gonds ou hors des limites de ce qu'on doit faire. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de violence réelle. Il y a un petit peu de frustration, il y a un petit peu de colère, et il y a des comportements qui sont parfois répréhensibles. Par exemple, dans différents États, le dépouillement doit se dérouler en présence d'observateurs, et en général avec des caméras, et avec des pièces qui sont visibles, avec des vitres, et des gens qui peuvent observer le déroulement de l'extérieur. Il y a même certains États qui retransmettent le dépouillement par vidéo, via YouTube et autre chose comme ça. Dans certains États, on a mis des feuilles de papier sur les fenêtres pour qu'on ne voit plus ce qui se passe de l'extérieur, ce qui est totalement illégal. Dans certains États, en Géorgie, je crois, ou en Pennsylvanie, vous avez eu des pannes de caméras.
Il y a eu des pannes de caméras pendant le dépouillement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mort de Jeffrey Epstein à New York. Il y avait des caméras de surveillance, elles sont tombées en panne. Et là, vous avez un système électoral, il y a des caméras de surveillance, elles tombent en panne. Ça peut être un accident, mais voilà, ça pose quand même problème. Néanmoins, la frustration monte, le ton monte, mais tant qu'on est, je dirais, dans l'incertitude, la colère n'a pas encore explosé. Moi, ce que je crains, et ce qui pour moi va considérablement influencer sur la décision des juges si les décisions doivent monter jusqu'à la Cour suprême ou même à des cours suprêmes d'État, c'est que inverser le sentiment général aujourd'hui, et le sentiment général qui a été institué depuis mercredi, c'est que Biden est plus près de la victoire que ne l'est Donald Trump. Si ce résultat venait à être inversé, si le résultat du Wisconsin ou du Michigan venait à être annulé, là je crains très fort qu'à l'extrême gauche, ça pète, comme on dit un petit peu familièrement, désolé de ce terme, ça explose tout de suite. Il y a déjà eu, on l'a très peu dit, mais dans la nuit de mardi à mercredi, alors que le pays pensait se diriger vers une victoire de Donald Trump, il y a déjà eu des émeutes à Portland, il y a eu des émeutes à Seattle, il y avait un début d'émeute à Washington, il y avait un début d'émeute à New York, qui sont des grands fiefs démocrates. Et je crains fort que si les cours venaient à prendre une décision aujourd'hui favorable à Trump, je crains que ça n'explose dans ces cas-là et qu'on ait une période assez difficile. Ce qui pourrait précisément dissuader la Cour suprême de prendre une telle décision. Absolument. Absolument. Je pense qu'ils vont privilégier l'intérêt national, ils vont privilégier la sécurité nationale au plan intérieur, ils vont se dire qu'il y aura de nouvelles élections intermédiaires dans 2 ans, il y aura une présidentielle dans 4 ans. S'il y a eu des abus, peut-être chercheront-ils à les corriger à partir de maintenant, mais ils vont préserver le fait que l'unité du pays est aujourd'hui l'enjeu le plus important et que l'un et l'autre camp devront accepter le résultat, même s'il y a eu tricherie, et puis on passe à autre chose. Alors on a évoqué déjà la dernière fois le rôle qu'ont joué les médias dans cette campagne présidentielle. On peut voir qu'ils n'ont pas raccroché les gants non plus dans la dernière ligne droite. On a vu des meetings, des prises de parole de Donald Trump plus exactement, qui ont été coupées en plein milieu sur les chaînes. On sait que Twitter, qui visiblement on a après le président américain, a renouvelé ses intentions de censure. Je crois qu'il y a 5 tweets sur 7 qui ont été censurés sur la plateforme. C'est quand même assez incroyable. Oui. Alors, d'ailleurs, Donald Trump l'a dit hier soir, dans sa déclaration. Il a dit nous avons gagné contre Big Media, Big Money et Big Tech. C'est-à-dire, en effet, la finance new-yorkaise. Je vous rappelle que Michael Bloomberg a investi $100 millions à lui tout seul, $100 millions pour faire battre Donald Trump. Les médias ont une grande culpabilité, d'abord pour le narratif dont je parlais un petit peu plus tôt, cette idée que ce n'est pas un président légitime, alors qu'il l'était parfaitement. Et puis surtout, les médias ont été leur relais de sondages dont on sait aujourd'hui qu'ils étaient totalement à côté de la plaque. Excusez-moi de cette familiarité. Et il existe, un sondage est supposé être un reflet d'opinion. Il peut en fait devenir un faiseur d'opinion. Il peut décourager les électeurs d'aller voter parce qu'ils se disent la marche est trop haute. Je rappelle que la veille du scrutin dans le Wisconsin, ABC News donnait 17 points d'avance à Joe Biden. À l'arrivée, Joe Biden l'emporte de 0,7 après avoir été mené pendant très 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 longtemps. Et c'est un décompte post-électoral qui a fini par donner cette victoire à Joe Biden. Donc les sondages étaient totalement à compter de la plaque et à mon avis, c'était des sondages qui n'étaient pas du tout des sondages reflets d'opinion, mais qui étaient destinés à au contraire faire l'opinion. Et par ailleurs, quand vous cherchez à lever des fonds pour monter une campagne, vous allez voir des soutiens et vous leur dites, regardez, voilà nos chiffres dans les sondages, on a des chances de gagner, aidez-nous. Bien sûr. Vous arrivez avec 15 points de retard, monsieur, c'est pas la peine, attendez la fois prochaine. Voilà. Et quand on regarde les fonds qui ont été levés par les démocrates et par les républicains sont considérablement en retard. Les démocrates ont levé plusieurs centaines de millions de plus, notamment dans les derniers mois précédant l'élection. Donc il y a vraiment eu beaucoup d'argent qui a été mis dans l'affaire, principalement du côté démocrate. C'est pourquoi la performance des républicains
et de Donald Trump lui-même est d'autant plus remarquable. Et je pense qu'à un moment, il faudra que les médias américains commencent à ouvrir les yeux. Je ne dis pas faire un mea culpa, mais on est rentré dans une ère où le journalisme est beaucoup plus militant, beaucoup moins informateur, beaucoup moins messager, mais beaucoup plus parti pris. Et du coup, ça décrédibilise d'autant plus l'ensemble du processus politique. Alors, si on observe 2016 avec nos yeux d'aujourd'hui, on a le sentiment que l'élection de 2016 s'est aussi beaucoup faite pour Donald Trump grâce aux médias alternatifs. Je pense notamment à Breitbart. Eux, ils ont presque disparu, finalement, Breitbart est toujours là. Breitbart Je crois d'ailleurs que le compte de Steve Bannon a été supprimé de Twitter aussi récemment. Oui, Steve Bannon, c'est le diable en personne. Donc on le voit très peu. On le voit sur les médias alternatifs. Voilà, il reste pour, on va dire, les supporters, le cœur du soutien, le cœur original, je veux dire, du soutien de Donald Trump est resté très fidèle à Steve Bannon. Parce que les gens estiment que Steve Bannon est le personnage qui aujourd'hui comprend le mieux l'Amérique. C'est celui qui a le mieux analysé les rapports de force internationaux et les rapports de force internes et qui est le mieux capable de décrypter la situation politique aux États-Unis. Donc il est quelqu'un qui a gardé son influence, mais il est beaucoup plus en retrait. Et c'est vrai que depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, il est resté proche de Trump, mais ce n'est pas lui qui a du tout dirigé la campagne. Ce qu'on a observé, alors Breitbart aujourd'hui, c'est un des axes d'information, mais vous avez d'autres chaînes. Il y a notamment une chaîne qui s'appelle One American News, qui est une chaîne conservatrice, qui a été le soutien, je dirais, le plus officiel de Trump aujourd'hui. Plus que Fox News, finalement. Beaucoup plus que Fox News, absolument. Fox News qui a d'ailleurs coupé le discours de Trump aussi, oui, comme les autres. Et qui avait donné l'Arizona à Biden bien avant que l'ensemble des votes soient comptés. Je ne sais pas s'ils l'ont retiré depuis. Même avant CNN, je crois. Peut-être même avant CNN. Et Fox News, c'est aussi la chaîne du modérateur Chris Wallace, qui était le modérateur du premier débat, bien sûr, et qui n'a pas eu une attitude véritablement impartiale par les questions qu'il a posées. Il interroge Donald Trump sur ses revenus et sa feuille d'impôt, mais il n'interroge pas Joe Biden sur les affaires de son fils et les liens qu'il a pu avoir avec la Chine. Donc il y avait deux poids, deux mesures, mais toute l'Amérique l'a vu. Donc oui, Fox News n'est pas la chaîne du président. Il y a à Fox News des présentateurs qui sont ouvertement pro-Trump, mais l'ensemble de la chaîne a voulu préserver une sorte d'indépendance, et donc elle a pris parfois un malin plaisir à ne pas être du côté du président. Mais il est évident que les médias ont été contre Donald Trump depuis le début, ce qui, encore une fois, rend la performance, la sienne et celle des Républicains, d'autant plus remarquable. Et très rapidement, sur les médias français, on observe exactement le même tropisme. Si la France votait aux États-Unis, ce ne serait pas la peine que des candidats républicains se présentent. Mais les Français se trompent toujours sur l'Amérique. Il y a un parti pris qui est... je ne sais pas, qui explique peut-être par l'esprit français. Ils sont socialistes, socialisants, que vous voudrez. Ils détestent pour certains Français, l'Amérique, c'est le pays de l'ultralibéralisme. Donc, c'est le diable, c'est l'ennemi. En fait, c'est pas ça du tout. Ils n'y connaissent pas grand-chose au système américain, qui est beaucoup moins libéral on veut bien le laisser penser. Mais en tous les cas, c'est le pays qu'il ne faut pas aimer. Et au sein de ce pays, les républicains sont les gens qu'il ne faut pas aimer. Donc la position de la presse française, elle n'a pas changé depuis 40 ans. Depuis l'élection de Ronald Reagan. Reagan était un cow-boy fou qui allait précipiter le monde vers la Troisième Guerre mondiale. Reagan a mis fin à la guerre froide. Voilà le décalage entre la réalité et la vision des médias français sur l'Amérique. Un décalage qu'on peut retrouver avec Donald Trump, puisque je crois qu'il est le seul président américain depuis un certain temps à ne pas avoir engagé de guerre à l'extérieur. Absolument. Non seulement il n'a pas engagé de guerre, mais il a réengagé un processus de paix au Proche-Orient, que l'on peut apprécier ou ne pas apprécier. Mais remarquons quand même qu'il n'y avait eu aucun accord au Proche-Orient depuis 26 ans. Il a obtenu que les Émirats arabes unis, que Bahreïn et que le Soudan, qui il y a quelque temps était un rogue state, comme on dit, un État voyou, et bien aujourd'hui reconnaissent le droit d'Israël à exister. Depuis 1948, ce sont les 3 seuls pays arabes, avec l'Égypte et la Jordanie, à avoir fait cela. C'est quand même majeur. Personne n'en parle. Mais oui, Donald Trump n'a engagé aucun nouveau conflit et il essaye d'en résoudre quelques-uns à l'extérieur. Donc,
Alors justement, ça va être le dernier volet de cette émission. Comment envisager la géopolitique au regard d'une future présidence Joe Biden qui semble se profiler, un Joe Biden que beaucoup ont décrit comme particulièrement affaibli, qui sera donc accompagné de la vice-présidente Kamala Harris s'ils arrivent donc à la Maison-Blanche. Que sait-on de Kamala Harris et à quoi s'attendre? Alors, sur le plan international, on va en revenir à une politique beaucoup plus proche de celle d'Obama. C'est-à-dire une politique qui sera beaucoup plus multilatéraliste. On va réintégrer inévitablement un certain nombre d'accords, qu'ils aient une valeur ou pas. Oui, les accords de Paris, donc voilà, par exemple, sur le climat. le Je rappelle une chose fondamentale quand même, qui a été soulevée par Mike Pence, le vice-président, lors du débat. Depuis que les États-Unis ont quitté le fameux accord de Paris, ils ont diminué leurs émissions de CO2 en une proportion plus importante que n'importe quel autre État, toujours actuellement signataire de l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, c'est un bout de papier qui, pour moi, n'a pas beaucoup de valeur. Il n'est pas contraignant. Pour les plus polluants, pour la Chine et pour les autres notamment, et qui n'est pas contraignant. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont obtenu la signature de tout le monde. Bien parce sûr. que c'est un engagement qui n'en est pas un en vérité. Absolument. Mais il faut regarder le résultat. Donald Trump est une personne qu'on peut ne pas apprécier. Il a une personnalité particulière, voilà. Mais on devrait juger les hommes politiques sur leurs résultats, leurs engagements. Lui a tenu ses engagements. Et en matière de climat, il n'y a absolument rien à lui reprocher, puisqu'il fait ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire qu'il faut réduire nos émissions de CO2. C'est ce qu'ont fait les États-Unis depuis 4 ans dans une proportion plus importante que les autres pays. Donc voilà. Par contre, donc, si Biden est président, la politique étrangère américaine sera plus, je dirais, amicale avec les alliés de l'Amérique, ce qui ne changera pas. Ce qui ne changera pas, à mon avis, ce seront deux choses. Ce sera le fait que l'Amérique n'a plus les moyens financiers d'assurer la sécurité de l'ensemble du monde. Faire le gendarme du monde. Voilà. Ce mouvement a été engagé avant Trump. Obama l'avait déjà engagé sans le dire, mais quand il vous disait il faut diriger depuis l'arrière, vous savez, lead from behind en anglais, ce qui est une phrase assez rocambolesque quand on l'examine, mais ça voulait dire ça en fait. Il faut se retirer parce qu'on n'a plus les moyens de le faire. Non seulement Trump considère qu'ils n'ont plus les moyens, mais lui n'a pas forcément envie bien sûr. pour d'autres raisons. Biden a pas un problème, mais il a ce tropisme démocrate à vouloir réparer tous les torts du monde. Oui. Donc il y a cette avec beaucoup de guillemets, d'ailleurs. Voilà, cet interventionnisme humanitaire est pour moi extrêmement dangereux parce que partout où les gens ne se comportent pas comme vous le souhaitez, eh bien vous considérez qu'il est de votre droit d'aller intervenir pour leur montrer la bonne voie. Ça c'est un point, il faudra vraiment le surveiller parce que lancer des nouveaux conflits, ce serait tout à fait possible sous une présidence Joe Biden et il faudra y faire très attention. Ce côté humanitaire, interventionnisme humanitaire des démocrates, il en est un des exemples. Sur la politique intérieure, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il va garder certaines des actions de Donald Trump. C'est-à-dire les tarifs qui favorisent l'industrie américaine, une politique beaucoup plus exigeante, il va au moins essayer, c'est pas évident vu les liens de son fils, mais avec la Chine, même si la Chine sera la plus heureuse de voir son élection. Et puis surtout, concernant la pandémie de coronavirus, si c'est lui qui est appelé à être président, je peux vous garantir que du jour au lendemain, il ne sera plus question de confinement. Il faudra faire repartir la machine économique américaine. Il vous dira qu'on peut le faire de manière tout à fait safe, tout à fait sûre, mais le discours va changer. Et concernant alors Kamala Harris, que sait-on d'elle? On sait qu'elle était procureure, qu'elle a 55 ans, qu'elle met en avant ses origines jamaïcaines et indiennes, qu'elle a tiré ses lettres de noblesse, j'allais dire, d'un affrontement avec le juge Brett Kavanaugh dans une affaire d'abus sexuels. Qui est-elle? Vis-à-vis des démocrates, ça l'a d'ailleurs desservi durant les primaires, elle a essayé de se présenter comme une femme tough, on dit en anglais, une dure, parce qu'elle était ministre de la Justice de l'État de Californie, et elle a donc poursuivi un certain nombre de criminels, notamment dans des affaires de drogue ou autres, de manière très dure, avec une politique d'incarcération. Donc, les démocrates sont toujours accusés d'être trop faibles sur les questions de justice et de sécurité intérieure. Elle a voulu montrer qu'elle était forte de ce point de vue-là. Par contre, en termes de législation sociale, elle est très à gauche. Elle est pour un système d'assurance santé
quasi universel, très proche de celui prôné par Bernie Sanders. Point de vue de l'éducation, elle est également pour faire baisser les frais de scolarité et rendre l'éducation non pas gratuite, mais pardonner la dette des étudiants. Vous savez que c'est un des vrais problèmes aux États-Unis aujourd'hui. Faire des études à l'université, ça coûte très cher. Si vous n'avez pas une bourse et que vous les financez par vous-même, très souvent, il faut vous endetter pour obtenir votre diplôme, et puis après, il faut avoir un bon job pour payer sa dette. Donc, il y a l'une des questions qui est régulièrement posée, c'est le remboursement ou le pardon, l'effacement de cette dette. Les démocrates, dans leur plateforme, dans leur programme officiel, ont l'idée de rendre gratuite un certain nombre d'études universitaires, ce qui, financièrement parlant, est totalement impossible. Donc Kamala Harris, elle a une figure qui est un petit peu divisée du point de vue démocrate. Elle est très à gauche sur le plan social. Elle se veut un petit peu plus ferme sur le plan de la justice. En politique internationale, elle n'a jamais eu à intervenir, elle n'a absolument pas d'expérience et serait totalement nouvelle sur le job. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un point. Tout à l'heure, vous avez évoqué les relations justement avec Israël. On se rappelle que le début de la présidence Trump a été marqué par deux choses. Sa décision de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et également la décision de casser l'accord sur le nucléaire iranien. Oui. Cela va-t-il évoluer avec Joe Biden ? Alors ça risque... Alors, je ne pense pas que Joe Biden ramène l'ambassade à Tel Aviv. Ce serait une erreur. Maintenant, c'est fait. Et il est content que quelqu'un d'autre que lui ait eu à le faire. Ce qui est remarquable, c'est qu'encore une fois, les experts s'étaient trompés, puisque tout le monde avait dit que ça allait faire exploser le Proche-Orient. Le Proche-Orient n'a pas explosé pour l'instant. Vis-à-vis du nucléaire iranien, il est fort probable qu'il cherche à réinstituer une forme de dialogue. Pas simplement à cause de l'Iran, mais surtout à cause des alliés, parce qu'il va chercher à se vouloir beaucoup plus multilatéraliste. Alors, Joe Biden s'est déclaré par le passé sioniste. Donc, les États-Unis sont le premier allié d'Israël. Les États-Unis vont rester le premier allié d'Israël. Mais ça n'avait pas vraiment évolué avec Donald Trump, en réalité. Oui, mais Donald Trump, c'était le meilleur ami de Netanyahou. D'accord. Donc, au-delà de l'État d'Israël lui-même, vous avez le gouvernement actuel et vous avez le Likoud qui était très très proche de Donald Trump. Il est possible que Joe Biden se sente plus d'affinité avec les travaillistes qu'avec le gouvernement actuel, même si on a un gouvernement d'alliance actuellement en Israël. Par contre, en ce qui concerne le processus de paix lui-même, il y a eu un plan qui a été proposé l'année dernière par Donald Trump, mais officiellement qui avait été négocié par son gendre Jared Kushner, qui s'éloignait un tout petit peu ou qui, dans le cadre d'une solution à deux États, avait des frontières palestiniennes un petit peu réduites. Joe Biden, lui, s'est toujours déclaré comme un retour aux frontières de 1967, qui est une situation qui sera très très difficile à jamais remettre en place. Donc je pense qu'avec un Joe Biden à la Maison-Blanche, ce processus de paix ne risquerait pas d'avancer beaucoup. On a quand même le sentiment, vous nous expliquez que Jared Kushner avait donc contribué à travailler sur un accord. Oui. On a le sentiment, finalement, gendarme du monde, c'était pas totalement oublié sous la présidence Trump. Non, parce que vous avez toujours cette responsabilité. Et puis bon, alors peut-être que d'un point de vue, on va être méchant avec lui, mais je pense que Donald Trump n'aurait pas été vexé de recevoir le prix Nobel de la paix. Il a été vexé qu'on le donne à Obama, après 6 mois de présidence, pour avoir fait un discours pro-musulman au Caire. Dans le contexte actuel, ça peut poser problème. Donc Donald Trump, c'est un compétiteur. Et il veut toujours être premier plus haut. Donc il aurait été très heureux d'avoir un prix Nobel de la paix. Il ne l'a pas eu. Il a été nommé par différentes personnalités, mais à l'arrivée, ce n'est pas lui qui l'a obtenu. Donc faire la paix au Proche-Orient, c'était le moyen idéal de l'obtenir. Et il a envoyé son gendre obtenir un accord le plus rapidement possible pour que ça se fasse dans son premier mandat. Bon, voilà, l'arrivée était là. Donc il y avait, je dirais, un objectif réel, et puis un objectif un petit peu plus personnel, qui est moins légitime, mais après tout, si c'est au service de la paix, pourquoi pas. Et alors, toute dernière question, on a parlé de géopolitique. Peut-on imaginer qu'une présidence Joe Biden ait une influence quelconque sur la France ? Alors, je ne vous cache pas que depuis un certain nombre d'années, les États-Unis considèrent que l'Europe n'est plus le continent de l'avenir. Pas forcément la France, mais l'Europe dans son ensemble. Le pivot vers l'Asie
c'est quelque chose qui s'est produit au début du XXIe siècle. Vous avez eu un certain nombre d'études qui ont dit que la puissance du XXIe siècle, ce serait la Chine, que le rival économique, le rival militaire, le rival stratégique, le rival idéologique des États-Unis au XXIe siècle, ce serait la Chine, et il regarde beaucoup de ce côté-là. Obama avait choisi comme option de faire ami avec la Chine en pensant que si on intègre la Chine, par exemple, à l'Organisation internationale du commerce, eh bien, on parviendra à faire baisser l'emprise du Parti communiste sur la Chine. C'est exactement l'inverse qui s'est passé, ce qui justifie parfaitement l'attitude de Donald Trump et ce qui justifierait que Joe Biden reste un petit peu dans cette ligne-là, beaucoup plus dure vis-à-vis de Pékin. L'Europe, malheureusement, aujourd'hui, est un partenaire stratégique au sein de l'OTAN, mais ce n'est plus le partenaire d'avenir. Ce sera la France, le Royaume-Uni, qui est sorti de l'Europe, qui pourrait se rapprocher des États-Unis avec une présidence qui n'en a jamais Joe été Biden. très éloigné, soit dit en passant. Non, c'est toujours le 51e État. C'est resté le 51e État. C'était le premier, c'est le 51e. Mais on va dire que l'Europe va rester un partenaire stratégique au sein de l'ONU, au sein du Conseil de sécurité. Ce sont des alliés qui sont utiles. Mais Joe Biden ne va pas se soucier principalement de ses relations avec l'Europe. Il va regarder d'abord du côté de la Chine, il va regarder aussi du côté de la Russie, qui reste un rival extrêmement important. Et c'est dans cette triangulation-là que l'Europe aura sa place. Et alors, toute dernière question, la question à 100 points. Quand serons-nous fixés définitivement sur cette élection ? La date butoir, pour moi, c'est le 14 décembre. Parce que c'est le 14 décembre que le fameux collège électoral doit communiquer les résultats officiels. Au-delà du 14, si au 14 décembre, tous les États n'ont pas communiqué à Washington qui est le vainqueur dans leur État, je pense qu'ils seront automatiquement disqualifiés. Et ils vont donc tous essayer de le faire. Et au-delà de cette date, si un résultat a été donné, communiqué, avalisé, je pense que les recours en justice deviennent inutiles. Donc pour moi, la première date, c'est le 14 décembre. Peut-être qu'on le saura avant. J'en suis pas convaincu, parce que je pense que Donald Trump, c'est un battant. Les supporters de Donald Trump s'attendent à ce qu'il défende sa position. Il a fait une conférence de presse hier soir indiquant clairement que pour lui, le processus actuel est en train de voler la victoire à un certain nombre d'Américains, et il va défendre ce discours jusqu'au bout. Donc la litigation risque de durer un certain temps. Merci beaucoup Gérald Olivier, merci à tous de nous avoir suivis. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez acheter le livre de Gérald Olivier sur la boutique de TVL officielle sur la route de la Maison Blanche. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, si vous ne l'avez pas déjà fait, de commenter, de partager cette émission, de cliquer sur le pouce en l'air et bien sûr de vous abonner à la chaîne officielle de TV Liberté sur YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Lakers.